Ok, what's going on man? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule. On continue sur notre arc nutrition. Ça vous a beaucoup plu d'ailleurs. Tout comme à moi, je suis extrêmement curieux. C'est aussi pour ça que je fais intervenir ces personnes en particulier. Et il y en aura d'autres à l'avenir. Parce que le but, il est pas de te donner une seule vérité, parce qu'il n'y en a pas. Certaines personnes fonctionnent différemment que d'autres, mais surtout de voir l'approche qui te colle le mieux, qui te correspondrait le mieux, avec lequel tu te sentirais le plus aligné. Et aujourd'hui, je fais intervenir Clément, qui est plus connu sous le nom de Clem le Diète, qui lui a une approche plus scientifique, qui se base sur des analyses et des méta-analyses. Et tu verras que son approche vient challenger ce qu'on a pu voir auparavant. Et c'est extrêmement intéressant. Il parle énormément. Ceci dit, on a rencontré, tu me connais, moi et les problèmes software, c'est pas nouveau. On a rencontré un énorme bug à un certain moment. Je suis dégoûté en vérité parce qu'on a perdu 1 heure de notre enregistrement. Mais c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait remettre le couvert et du coup la semaine prochaine, enfin du moins à l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode, il y a des chances qu'on ait recordé, enfin qu'on ait enregistré déjà l'épisode, enfin le nouvel épisode avec Clément. Le premier fait donc, celui que tu vas écouter là tout de suite, il fait 1h30, où on a déjà le temps d'aller étudier un maximum de choses, mec. Et il y a des choses hyper intéressantes comme le gluten, tu vois, où ça fait débat aujourd'hui. Tout le monde est intolérant au gluten, etc., etc. Et figure-toi que ça viendrait potentiellement pas du gluten. Donc moi, ça m'a un peu scotché. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais on parle de beaucoup, beaucoup de choses, dont les fameuses graisses saturées. Et les graisses saturées, si tu veux, on a abordé le sujet. On n'a pas pu aller vraiment à fond là où je voulais qu'on aille, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu que nous nous sommes retrouvés avec un problème informatique, dirons-nous. Ce qui fait que l'épisode se termine de manière un petit peu abrupte. Tu vas te dire, ah, je suis un petit peu sur ma faim, et j'en suis désolé. Mais du coup, pour contrecarrer le tout, c'est que je vais enregistrer donc le prochain épisode, où je l'ai déjà à l'heure actuelle, et il va sortir incessamment sous peu. Ok, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et si jamais il y a besoin, parce qu'en vrai, Clément, il est extrêmement cultivé sur la question. On peut faire d'autres épisodes encore en fonction de s'il y a potentiellement des sujets qui te font kiffer ou autres que tu aimerais qu'on analyse. Ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir son avis à lui. Aussi, si tu connais des gens que tu penses seraient pertinents pour cette arc nutrition, eh ben n'hésite pas mon pote, n'hésite pas, tu me les envoies et on voit ce qu'on peut faire, on voit de quoi on peut discuter, parce que le but, il est, à travers ce podcast, de te donner un maximum de valeur, de t'apprendre à mieux vivre et surtout parce que tu le sais, Gilles Artigot le dit très bien, on est dans une jungle alimentaire, on ne sait plus quoi manger aujourd'hui, c'est le bordel, on entend tout et son contraire, donc autant avoir de l'information, mais surtout apporter de la nuance à l'intérieur de ça, parce que pas tout le monde n'a exactement la même diète, et c'est pas le but non plus, mais il y a des diètes qui peuvent potentiellement plus être favorables pour toi que pour quelqu'un d'autre, donc je t'invite impérativement à vraiment bien écouter. Prends des notes si jamais il y a besoin, écoute-le plusieurs fois si jamais il y a besoin. Sit back, relax. Allez gros, c'est parti. Tu vois, avec Gilles par exemple, il y a eu des fois où avant le podcast, il m'appelait pendant genre 1 heure et en fait il y avait rien d'utilisable parce qu'on était au téléphone et que du coup je lui disais à la fin, on aurait pu, c'était un podcast en fait, ça c'est trop dommage, donc on avait perdu tellement de data que dommage, mais bon bref, c'est pas très grave. Mais mec, c'est cool en tout cas de t'avoir aujourd'hui. Et comme je te disais, c'est vraiment pour comparer. On est dans une optique. Je fais tout un chapitre nutrition en ce moment. Et le but, il est d'aller rendre les choses le plus facile possible parce qu'il y a de tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Plus un following est grand, plus il est crédible, entre guillemets. Bien que ce ne soit pas justifié, mais on se comprend. Et de ce fait, tout comme moi, il y a des gens qui se sont perdus. Et j'ai étudié la nutrition dans mes jours de personal training en Australie à l'époque. J'ai jamais poussé le truc autant que toi, donc toi, tu étais une mine d'or, donc c'est parfait. Et comme je te disais, j'ai eu Gilles Artigot juste avant et j'ai eu Fabien Loaec juste avant, qui ont des approches différentes. Et le but, il va être d'aller non pas chercher le vrai du faux, mais surtout, séparer le vrai du faux, mais surtout de comprendre ta démarche aujourd'hui et de comprendre, de la comparer à la leur pour voir ce qui correspondrait le plus à chacun, parce que pas tout le monde ne répond de la même manière à tous les aliments. Et le but, il est de pas trop se compliquer la vie, en fait, parce que je crois que c'est vraiment ça qui est chiant. Mais aujourd'hui, toi, Clem, tu vis où? Ouais, alors ouais, j'habite en Alsace maintenant, ça fait quelques années, hein, depuis fin 2019. Avant j'étais en Bretagne et encore avant j'étais en Alsace et encore avant j'étais en Bretagne. J'ai fait des allers-retours entre la Ok. Bretagne et l'Alsace. Pour des Tu viens de là-bas à la base? de Bretagne, ouais, je viens de Bretagne à la base. Ok.
Donc, ouais, Waouh. j'étais dans le Morbihan, j'ai fait une partie de mes études de tout ce qui était boulangerie, pâtisserie dans le Morbihan et j'avais commencé un peu à m'intéresser un tout petit peu à la muscu et un tout petit peu à la nutrition à cette époque-là dans le Morbihan. Après, quand je suis arrivé en Alsace, parce que j'étais obèse, si tu veux, Ah ouais, donc t'as ouais, une vraie gros. histoire du coup de réconciliation avec la bouffe, quoi. Ouais, ouais, je fais 1,69 m et je faisais autour des 100 kilos, quoi. Oh oh! Beau bébé, ouais. Ouais, donc voilà. Et quand je suis arrivé en Alsace, bah, à l'époque-là, je me suis dit, bon, quand je vais retourner en Bretagne voir ma famille, je veux que personne ne puisse me reconnaître. Et donc j'ai entamé des démarches de perte de poids. Je l'avais fait juste avant de partir. J'avais déjà perdu quelques kilos, 5-6. Et après, quand je suis arrivé en Alsace, je me suis mis à fond dans une salle de muscu, dans la nutrition. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était bah, sport, nutrition. Et c'était Ok, en je comprends mieux. 2012. C'était Il y a un contexte. il y a 13 ans maintenant. Et à partir de là, j'ai perdu quasiment 30 kilos. Et j'ai Ouais. jamais arrêté de m'intéresser à la muscu, à la nutrition. Et ça avait commencé avec Superphysique, Julien Bénesson, Ouais. euh, tout ce qui était musculation, nutrition. Et après, j'ai fait 2 ans. J'étais en tant que boulanger à l'époque là. Ouais, j'ai vu ça Ouais, d'ailleurs, parce ouais. qu'avant de t'attaquer à la nutrition, t'étais dans un... Enfin, c'est un peu la nutrition aussi, t'avais fait un CAP de pâtisserie, donc tu taquines un peu, donc tu aimes bien la sucrerie, quoi. Ouais, ouais, bah à fond, j'adore ça. Tout ce qui est sucre et autres, c'est vraiment mon péché mignon. En plus, je suis pas très fan des graisses en soi, parce qu'une alimentation qui est riche en graisse, moi je le tolère assez mal. Mais Ok. sinon, j'ai une préférence c'est clairement pour tout ce qui est glucides et notamment sucre, quoi. Mais après, bon, C'est intéressant j'arrive à... que tu amènes ce point sur la table, justement, on en discutera, parce qu'il y a aussi aujourd'hui, je vais même pas rentrer dans les low carbs et les low fats, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est les high carbs et les high fats, justement. C'est comment est-ce que tu gères tes calories, parce que on va dire que la protéine va rester à son niveau, mais après le reste, généralement, tu combles avec l'un ou l'autre, quoi. Et je sais que moi, j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui sur plein de sujets sur lesquels j'ai pas les réponses. Et c'est super intéressant, je t'en ai entendu attaquer ces sujets-là un petit peu partout et sur des formats courts, en l'occurrence sur ta page Instagram qui est très cool d'ailleurs. Mais du coup, moi je veux que tu m'expliques tout ça parce que c'est des trucs où j'ai peut-être des croyances limitantes. Moi j'aime pas tout ce qui est déjà artificiel, donc tout ce qui est édulcorant artificiel. J'essaye de les bannir de ma diète parce que je pars du principe qu'on n'a pas assez de recul sur la question. Et récemment, je t'ai vu parler du CMC, le E466. Ouais, Alors, ouais. le terme, je sais pas si tu arrives à l'articuler, mais moi, je suis incapable. Carboxyméthylcellulose. Voilà. Très bien. Donc, je ne connaissais pas cet additif. Et ce qui était marrant, c'est que tu en as fait un post. Et moi, il y a un domaine qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la microbiote. Et je t'ai vu en parler quelques fois. Et je t'ai vu surtout identifier le E466 comme étant le truc qui bute la microbiote. C'est vrai ou Ouais. c'était plutôt une vanne sur le poste? Non, non, c'est bon, c'est un peu exagéré parce que ça nuit au microbiote, bien sûr, mais ça va pas te le détruire ou autre, mais ça va juste modifier. En gros, tu vas avoir moins de bactéries bonnes pour l'intestin, donc productrices d'acides gras à chaîne courte, qui ont tendance à protéger la muqueuse intestinale et à réduire l'inflammation et avoir d'autres effets positifs pour l'hôte, donc Ouais. nous-mêmes. Et c'est ça en gros, quoi. Il n'y a aucun truc à part les antibiotiques qui vont détruire ton microbiote, tu vois, en soi, mais ça va modifier la composition du microbiote. Et dans ces cas-là, la composition qui change peut avoir des incidences sur l'autre. Mais en fait, c'est tellement récent comme domaine de recherche qu'on ne sait pas encore les profils qui sont vraiment problématiques ou pas. C'est plus des suppositions. Il y a beaucoup d'études qui sont un peu génératrices d'hypothèses, mais Mhm. pas assez pour en tirer des conclusions. Même là encore, récemment, il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans maintenant, il y a des études, 2 études qui sont sorties sur euh, justement le microbiote et qui on avait fait prendre des gélules qui permettaient de capter le microbiote tout au long du tractus intestinal, enfin de la bouche jusqu'à l'anus. Et en fait, on peut voir que euh, le microbiote qui est présent dans les intestins différait du microbiote fécal, alors que jusqu'à Ok. présent, le moyen d'identifier le microbiote, eh ben, c'était par des analyses Par de les sel. selles. Ok. Et donc, il y a une discordance entre le microbiote intestinal et celui des selles.
Et ce qui fait que, en fait, le microbiote des selles est plutôt une sorte de proxy, au mieux, qui te permet d'avoir une sorte d'indication de ce qu'il y a dans les intestins, mais c'est pas forcément le reflet de ce qu'il y a dans les intestins. Donc c'est hyper compliqué, le sujet du microbiote, et c'est, comme je dis, un génératrice plutôt d'hypothèses et Hmm. de suppositions, plutôt que de liens causal ou des recommandations claires. Tu vois, Ok. ce serait trop prématuré de le faire, à mon sens. Il y en a qui le font, hein, mais pour moi, c'est trop prématuré de le faire parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Il y a par exemple aussi une étude récente là qui est sortie, euh, mais après c'est plus sur le modèle animal, mais qui met en évidence aussi que la temporalité fait que le microbiote change. Par exemple, si tu prends ton microbiote à 8 heures du matin et à 12 heures, bah, ce sera peut-être pas exactement le même microbiote. Et pareil dans les semaines, tu vois. Donc il y a la notion de temporalité aussi qui fait que ça peut flouter aussi la composition et le résultat qu'il peut avoir. Et il y a aussi eu des études récentes entre des laboratoires à qui on a donné des échantillons, le même échantillon de sel, enfin d'une personne, mais à différents laboratoires. Et eux ne trouvaient pas non plus les mêmes résultats en fonction des labos. Donc tu vois, Ok. pour un même échantillon, t'as pas les mêmes résultats. Donc il y a Ah plein de ouais. choses qui, à mon sens, posent problème dans les recommandations que vous pourrez faire autour du microbiote ou dans l'analyse du microbiote. Tu vois, pour l'instant, si une personne te dit ou te conseille d'aller faire analyser ton microbiote pour ensuite faire des recommandations nutritionnelles, bah, je te le dis tout de suite, évite de le faire parce que c'est dépenser ton argent pour rien. Et en plus, les recommandations, bah, ça va être globalement plus de fibres ou des choses comme ça. Donc, au final, on le sait, quoi. Hmm. Super intéressant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de gens qui sont, enfin, qui vont te dire en tout cas être intolérants par exemple au gluten ou autre chose. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est toujours j'ai des inconforts digestifs, je comprends pas d'où ça vient, comment est-ce que je m'en débarrasse et visiblement, enfin les choses qui arrivent le plus sur la table, donc c'est le gluten. En tout cas, que ce soit la vraie cause ou pas, c'est souvent l'excuse qui est ressortie. Et pas plus tard qu'il y a pas très longtemps, là, je suis allé en date avec une fille et elle me dit bah, je peux pas manger italien, j'ai des intolérances au gluten. Je suis pas cœliaque, mais j'ai des intolérances, ça me rend pas bien. Et je peux le concevoir, mais j'arrive pas trop à comprendre. Et je sais que c'est un domaine sur lequel toi t'as pas mal parlé, mais avant qu'on jump là-dessus, je rebondis juste rapidement sur le E466. C'est pas anodin si je t'ai demandé ça, parce que j'ai regardé la liste dans quoi on pouvait retrouver cet additif, et il est en l'occurrence dans les iPro. Et Pas aujourd'hui, c'est tous. un truc. Pardon? Pas Pas tous, hein. tous? Ah, c'est Non, vrai, c'est ok. surtout, c'est dans les versions plus liquides. Ok. Pas dans les yaourts, mais dans les versions plutôt liquides. Je vais les Donc retrouver. en protéine shake déjà mixé. Ouais, ouais, globalement, c'est à peu près ça, mais pas tous. Et après, des fois, ça varie en fonction aussi du goût ou autre. Il y a quelques compositions qui peuvent changer. Donc, le mieux, c'est de vérifier ou utiliser Yuka ou des applications qui permettent de regarder, ou tu vois. Hmm. Mais tu peux en retrouver très souvent dedans quand même. Ok. Et concrètement, il sert à quoi dans la formule? C'est une sorte d'épaississant, de liant, tu vois. C'est un lien, ok. Ouais, je Épaississant capte. aussi. Parce que s'il est dans ces fameux iPro et compagnie et que c'est pas dingue encore une fois pour la microbiote, c'est ça. En fait, c'est tout le sujet de mon interrogation. C'est si on a si peu de recul sur le microbiote, comment est-ce qu'on peut pousser les édulcorants artificiels, sachant que peut-être que ça aurait une incidence long terme dessus. Je sais pas quel type de recul toi tu as. Moi, j'essaie d'en rester loin. Je m'en prive pas non plus. Tu vois, si j'ai besoin, enfin, si j'ai besoin, on n'a jamais vraiment besoin de boire un soda, mais si jamais je veux un coca, je vais pas aller vers le coca normal. Je vais bien évidemment prendre le zéro. Après, à côté de ça, je m'amuserai pas à en boire un par jour. Tu vois, hier soir, j'étais au cinéma. Bon, certes, j'ai pris un gros truc de popcorn, mais j'ai pris une bouteille d'eau avec. Je me suis dit, tu sais quoi, tant qu'à faire, on limite la casse entre guillemets. Et de l'eau, ça n'a jamais tué personne, sauf en trop grande quantité. Mais qu'est-ce que toi, tu as comme feedback là-dessus? Parce que c'est quand même une discussion constante. Tu vois, par exemple, nous, quand on a créé Sync, c'était dans le brief de pas utiliser d'édulcorant artificiel. Non plus du stevia, mais pas d'artificiel non plus. Ouais, ouais. Bah, c'est compliqué parce que on peut évoquer le microbiote, mais après, il y a aussi tout ce qui est maladie dure, tu vois, enfin, cancer, maladie cardiovasculaire, c'est des choses qui sont aussi incluses dedans.
Et là, dans le microbiote, tu vois, pour imputer une causalité dans ces maladies-là ou des pathologies, à l'heure actuelle, c'est très compliqué, hein. Donc, on peut pas se permettre de dire que le microbiote est causal dans ça. Donc, Hmm. après, l'incidence des édulcorants sur le microbiote, ben, c'est encore, comme je t'ai dit, en fait, c'est tout récent, parce que il y a quelques années, j'ai plus les dates, hein, mais j'ai lu les études et j'en avais partagé dans mes publications. Par exemple, il y a un type de bactérie qui a été mis en avant comme augmenté avec la consommation de sucralose. Et les auteurs avaient dit que ça pourrait être peut-être la raison d'une sorte de résistance à l'insuline et donc avoir un effet négatif sur justement la glycémie et peut-être aller après vers des relations, encore des hypothèses un peu plus larges, mais dire que ça pourrait augmenter le risque de diabète, tu vois, ça pourrait être un peu ça leur conclusion. Et là, en fait, il y a oui, tout récemment, peut-être un an, il y a une étude qui est sortie pour dire que ce type de bactérie-là, justement, améliorait la sensibilité à l'insuline. Ok. Tu vois, donc la même bactérie, il y a 2-3 ans en arrière, on la considérait comme augmentant la résistance à l'insuline, et maintenant, bah, on se sort qu'elle pourrait justement améliorer la sensibilité à l'insuline, et donc être un moyen de thérapie justement pour les personnes diabétiques. Donc tu vois, c'est la totale opposée. Donc c'est pour ça sur le microbiote, je trouve que c'est très très compliqué de tu vois d'avoir des conclusions, de tirer des choses. Pour l'instant, c'est vraiment on peut regarder ça de loin, on peut trouver ça hyper intéressant, mais les personnes qui ne parlent que du microbiote, je pense qu'ils exagèrent clairement leurs revendications, ou en tout cas leurs hypothèses ou leurs affirmations. C'est beaucoup trop prématuré parce que tu vois, en 2-3 ans, tu peux avoir le total opposé pour une même bactérie et ses effets. Il y a Hmm. juste deux trucs très spécifiques, hein, comme l'infection à Clostridium difficile, là où tu as les transplantations fécales qui peuvent aider en changeant le microbiote, mais en fait, Ouais. il y a très très peu de choses, très très peu de choses qui peuvent en fait apporter des bénéfices en changeant le microbiote volontairement ou en faisant en sorte d'éviter des choses pour le microbiote. Et après, même si tu apportes des choses positives pour le microbiote, est-ce que sur d'autres facteurs, ou en tout cas pathologies, ça pourrait avoir une incidence? Bah, par exemple, je pense aux légumes lactofermentés, qui est très souvent mis en avant pour la consommation de fibres, de probiotiques et autres, et donc un effet positif sur le microbiote. Et bah, sur les populations asiatiques, qui font partie des populations qui consomment le plus de légumes lactofermentés, bah, on voit qu'à partir d'un certain effet de seuil de consommation, eh bien, il y a une augmentation du risque de cancer de l'œsophage ou en tout cas Ok. du cancer au niveau haut digestif. Donc, jouer sur des choses qui peuvent avoir des effets positifs sur le microbiote ou éviter des choses qui peuvent avoir des effets négatifs, bah, peut-être que c'est bien pour le microbiote, mais après, est-ce que ça n'aura pas d'incidence sur d'autres parties de ton corps ou d'autres médiateurs comme le cholestérol, l'hypertension, tu vois, des choses comme ça, Mhm. et qui eux auront d'autres effets plus tard sur les maladies cardiovasculaires ou des cancers ou des choses comme ça. C'est Ouais. pour ça que c'est très compliqué et qu'il faut avoir une vue beaucoup plus large que se restreindre au microbiote. Surtout que bah, pour l'instant, le microbiote, comme je dis, c'est beaucoup trop récent pour tirer Hmm. des affirmations. Je comprends, ouais. En fait, ce que j'aime pas trop, si tu veux, dans l'industrie actuelle, c'est que à la fois ils sont mis en avant comme étant safe. Donc les gens qui moi je veux vraiment, en plus ce que j'aime bien sur ton compte, c'est que tu parles à monsieur tout le monde qui est un peu perdu dans cette jungle alimentaire, clairement, et qui a besoin de se retrouver sans trop se casser la tête. Mais aujourd'hui, le sucralose ou l'acésulfame potassium, tous ces trucs-là, tu le retrouves pas que, bon, évidemment, nous étant dans l'industrie du fitness, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de compléments. Énormément de protéines en poudre sont édulcorées avec ces additifs. Mais au-delà de ça, quand tu vas même au supermarché, il y a plein de produits de tous les jours qui en contiennent. Et à chaque fois, moi, ça me met sur le cul parce que je m'y attends pas du tout. Et souvent, tu as même des bouteilles d'eau citronnées où dedans, il y a de l'aspartame ou de l'acésulfame K ou du sucralose, ou l'un ou l'autre, ou plusieurs en même temps. Mais c'est pas vraiment spécifié et c'est peut-être ok sur le principe d'une seule bouteille, mais le fait est que vu qu'il y en a dans plus en plus de choses,
ça devient compliqué de contrôler la quantité qu'on en ingère tous les jours. Et c'est un peu plus ça qui me fait souci. Ouais, si tu veux, en fait, tu as la réglementation européenne qui a permis d'établir, avec les recommandations de l'EFSA, un niveau de consommation maximale recommandé pour les populations. Et en fonction de ce niveau maximal recommandé pour les populations, tu as un niveau maximal autorisé à mettre dans les aliments pour justement tenir compte du fait que les personnes peuvent manger ou consommer ou boire différents produits contenant ces mêmes additifs. Ok. Et donc, faire en sorte que même en ayant des personnes très consommatrices, on reste toujours en dessous des normes de sécurité. Ces normes de sécurité, on peut dire ce qu'on veut, hein, et qu'elles soient bien ou pas bien, elles sont quand même établies en prenant en compte euh, une très grande majorité d'études épidémiologiques, toxicologiques, euh, des études cliniques qui permettent d'établir des recommandations plutôt sûres, si on peut dire ça, et d'éviter tout risque pour les personnes. Donc même les personnes qui sont très consommatrices, des gros consommateurs, normalement sont exempts de problèmes. Après, dans les études épidémiologiques, tu peux avoir des augmentations de risque, par exemple de cancer ou de diabète ou des choses comme ça, Ok. mais c'est des études d'observation et je pense que des personnes notamment qui sont fans des graisses saturées aiment bien critiquer ces études. Bah, d'un côté, ils ont raison parce que c'est de l'observation et tu peux pas établir de lien causal, mais tu peux quand même le faire dans certaines conditions. Mais par exemple pour les édulcorants, bah il y a des facteurs, enfin des conditions très particulières qu'il faut avoir en tête. Par exemple, c'est l'effet de causalité inverse. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui par exemple est en surpoids ou obèse, qui va décider de vouloir perdre du poids, va peut-être se mettre à consommer des produits comme des protéines en poudre ou des pros ou changer, hein, si elle consommait du coca, boire du coca zéro, des Mhm. choses comme ça, dans l'objectif de perdre du poids ou d'éviter les maladies qui peuvent venir, parce qu'ils savent que s'ils ont de l'obésité depuis longtemps, qu'ils ont du cholestérol, une glycémie qui est pas très bonne et autres, bah, ils sont peut-être à risque de diabète ou développer d'autres pathologies cardiovasculaires, et même à terme, bah, l'obésité, ça augmente le risque de cancer. Et donc, dans cette partie-là, bah, ces personnes peuvent avoir cette démarche, augmenter de manière drastique leur consommation d'édulcorants artificiels, et pourtant ne pas réussir à temps, ou ne pas réussir tout court, à éviter les pathologies qui devaient venir. Donc le diabète ou le cancer ou les maladies cardiovasculaires parce qu'ils se sont pris trop tard. Et D'accord. donc, dans les études épidémiologiques, ben, on va dire, ces personnes-là, on a observé que ces personnes-là qui consommaient beaucoup d'édulcorants artificiels ont eu plus de pathologies. Mais est-ce que il n'y a pas un lien de causalité inverse? Et Je après, tu comprends. vas regarder dans le détail des études, et par exemple dans Nutrinet, hein, qui a fait beaucoup parler d'elle parce que c'est sur une cohorte française, ben, on peut constater que dans les données brutes, par exemple pour les édulcorants artificiels, les personnes qui étaient des consommatrices moyennes avaient plus de cancers ou de maladies cardiovasculaires que les personnes qui en consommaient beaucoup. Ok. Sauf que le niveau de consommation, je vais regarder ça parce que je l'ai noté, hein, mais le niveau de consommation des personnes, c'est l'équivalent pour les personnes moyennes, d'une demi-canette de Coca Zéro par mois, hein, je crois que c'est ça. Donc Ok. tu vois, est-ce que tu peux dire que l'augmentation du risque de diabète, de cancer ou autre, Ça vient de ça ou... Mhm. pour une demi-canette, ce serait possible? Bah, ça veut dire que ce serait quand même un sérieux gros poison bien toxique. Ça, surtout que le diabète, hein, l'augmentation du diabète, par exemple, c'est, je crois, 42% ou en tout cas 50%, tu vois, c'est un truc énorme comparé Mhm. à la consommation d'une demi-canette, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que ce serait bien plus toxique que le sucre ou des choses comme ça, qu'on a tendance à dire que c'est mauvais, tu vois, pour justement la glycémie et le diabète. Donc ça me paraît aberrant. C'est pour ça il faut toujours faire attention à ces données-là, et surtout pour les additifs où c'est des très très petites quantités, et souvent c'est plus difficile parce que ça fait partie d'un aliment
et c'est pas l'aliment qui est considéré, tu vois. Comme j'ai parlé du CMC ou des additifs, on parle beaucoup des additifs, mais c'est à inclure dans un aliment. Et est-ce que les autres composants de l'aliment peuvent avoir un effet aussi sur les maladies ou sur autre chose? Probablement. On le sait Ouais, de bien. ce fait, Parce que ça a été Mm. étudié beaucoup, les macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, les fibres, tout ça a une incidence sur la santé de l'autre. Mais en se focalisant sur les additifs, on oublie aussi cette partie-là, quoi. Tu vois, c'est Donc ouais, toute la c'est complexité. difficile d'isoler enfin de coller une étiquette de risque de maladie sur un petit additif sans prendre en compte tout le lifestyle de la personne en règle générale, quoi. C'est ça, c'est compliqué. Ça peut être fait, hein, mais c'est très compliqué, hein. Par exemple, Nutrinet, c'est ce qui se fait en termes d'épidémiologie nutritionnelle, c'est vraiment le top du top, tu vois. C'est ce qu'on fait en France, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur au monde dans Ok, l'épidémiologie nutritionnelle. Mais ça n'empêche pas que ça a certaines limites, parce que ça reste de l'épidémiologie. ouais. Et que c'est concentré sur des additifs. Et les additifs, c'est vraiment petit et c'est inclus dans des aliments. Donc c'est encore un autre niveau au-dessus, par exemple des graisses saturées ou de la viande rouge ou des choses comme ça. Donc ça là-dessus, grossièrement, il n'y a pas vraiment de conclusion aujourd'hui, quoi. Ça reste on n'a pas assez de recul. C'est compliqué de coller une étiquette sur ces additifs. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'effet, hein. Ça veut pas dire qu'ils Peut-être, n'ont pas hein, d'effet, ouais, bien sûr, ouais. C'est mais bien le truc. c'est est-ce que l'image qu'on a négative est proportionnelle au risque actuel? Je pense pas. Mhm. Tu vois, ça a plus vraiment, c'est très très mal perçu, hein. Même là, beaucoup d'additifs sont très très mal perçus. Et on a l'impression que c'est vraiment ça qui cause toutes les maladies de civilisation. Mais globalement, par rapport à la réalité et ce qu'on peut observer dans les études, c'est loin d'être le cas, hein. Et les Ok, gens je te s'inquiètent suis, ouais. moins pour la consommation d'alcool ou pour des trucs comme ça, hein. Donc c'est vraiment... Par exemple, en effet, ouais. L'alcool, ouais, j'en ai parlé dans un podcast justement récemment, de pas le diaboliser non plus, mais de pas tomber dedans, bien évidemment, de surtout savoir s'arrêter. C'est qu'une question. Le poison, c'est la dose qui fait le poison dans tous les cas. Euh, mais c'est sûr que c'est plus socialement accepté, donc c'est pas les mêmes rapports. C'est différent. T'as un meilleur statut si tu bois du vin que si tu bouffes un McDo. Mais C'est clair. donc ça, c'est sûr que ça joue. Euh, En termes, donc tout ça, le problème, c'est que ces additifs, pardon, ce sont des choses qui potentiellement, on y verra plus tard, plus clair sur le long terme. Mais si quelqu'un aujourd'hui a des problèmes digestifs, de se dire, en gros, moi, c'est mon problème journalier, c'est trop chiant. Comment je fais quel est ton avis toi sur le gluten? Parce que moi, ça me fascine parce que j'ai pas trop d'expérience avec ça. Il y a des fois où je bouffe du glucide, enfin du blé, j'ai mal au bide, des fois non. Et c'est grossièrement tout ce qui va me donner ça, en gros. Et puis la friture, mais ça c'est encore autre chose. J'y pense parce que l'autre soir je me suis fait du fried chicken, donc du coréen, Korean fried chicken, un truc que je voulais tester, très bon, mais après bide éclaté. Donc tu sais très bien que le trans fat, enfin les acides gras trans sont pas les meilleurs. Gère, je veux bien que tu expliques ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de fried chicken. C'est très bon, mais Alors, tu veux qu'on aborde le cas des graisses, c'est ça? non, plus tard. Ça, j'ai Plus tard. plein de trucs pour les Ok. graisses, mais ça, c'était vraiment juste la parenthèse des trans fats, parce que je vais pas y passer trop Ouais, longtemps sur les trans fats, parce les que... acides gras trans, c'est clairement. Mais après, il y a des trucs hyper intéressants, hein, sur l'histoire justement des acides gras trans et des oméga 6 et tout, mais on pourra, si tu veux, Mhm. développer ça après. Oh, j'ai toute Mais une oui, partie pour toi là-dessus, ouais. mais en tout cas, les acides gras trans, c'est depuis les années 50, hein, ça a été mis en évidence que ça augmentait le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires. Et depuis, les recommandations sont claires, hein, c'est moins de 2% de l'apport énergétique total doit provenir des acides gras trans. Et il Hmm. y en a certains qu'on peut retrouver par exemple dans le beurre ou justement dans des fritures, surtout si on utilise plusieurs fois la même huile de friture. Voilà. Ok. Ouais, donc ça résume assez bien. Pas besoin de ça, mais c'est sûr que aujourd'hui, le fried chicken, c'est bon le fried chicken, c'est un peu le Ah non, seul c'est problème. super bon. Mais pour en revenir rapidement sur le gluten, il y a aussi l'aspect des flocons d'avoine qui a fait pas mal polémique, qui m'a pas mal du coup, qui m'a un peu sorti
j'étais un peu perdu. Parce que moi, les flocons d'avoine, évidemment, venant du milieu du fitness, j'ai un peu baigné dedans. J'ai toujours bouffé des flocons d'avoine, granola, tout ce que tu veux, en évitant les céréales extrudées, commercialisées pour les enfants, quoi, si tu veux, de par leur teneur en sucre. Mais le flocon d'avoine, bon, Gilles Artigot le dit, lui, il est catégorique, c'est fait pour les chevaux. Ça me fait toujours rire parce que c'est très clivant. Je sais que toi, t'as pas du tout le même avis là-dessus. Et ce qui était drôle en discutant avec Fabien, lui, il me disait qu'il bannissait ça de par les antinutriments. Mais toi, t'en as parlé dans un post où tu dis qu'il y a des manières de fabrication des flocons d'avoine qui évitent, en tout cas, de grandes quantités d'antinutriments et qui, du coup, les rendent digestes. Tu peux m'en dire plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, sur cette partie-là, en fait, quand tu achètes des flocons d'avoine, hein, comme Quakers ou des trucs comme ça, euh, en gros, elles sont aplaties et elles sont aussi cuites à la vapeur, déjà, les flocons d'avoine. Et donc, cette manière de cuire et de travailler avant l'avoine permet de réduire la teneur en antinutriments présente dedans. Et donc, la Ok, plupart des personnes achètent déjà des flocons d'avoine qui sont pré-cuits ou cuits. En gros, si tu veux, ils sont cuits à la vapeur ou en tout cas, ils sont déjà bien travaillés et rendus disponibles à la consommation tout de suite. La ok, plupart des personnes consomment ce genre de produit. Il y en a très peu qui achètent des flocons d'avoine crus, enfin de l'avoine crue au final. Donc là peut-être que dans ces cas-là, la part d'antinutriments est bien plus élevée et peut être un peu plus embêtante, mais c'est pas dans les modes de consommation actuels. Si tu regardes la population globale, la proportion de flocons d'avoine qui cuit à la vapeur, c'est pas mentionné, hein, mais qui cuit à la vapeur, et bah c'est quasi la totalité de ce qui est vendu. ok. Donc C'est c'est intéressant ça. de le savoir parce que je savais pas que c'était cuit à la vapeur au préalable. Donc Euh, t'as peu d'acide, enfin t'as toujours de l'acide phytique dedans. Après tu peux encore en rajouter. Si par exemple tu mets la veille dans un yaourt ou autre, l'acidité du yaourt va permettre encore de réduire un peu la teneur d'acide phytique dedans, hein, si tu décides de consommer comme ça. donc Ou admettons si si tu tu fais le fameux overnight oats, tu les laisses ouais, tremper toute la nuit dans ton frigo, ça flingue les antinutriments. ouais, ça réduit encore. Donc au final t'as vraiment très 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 peu. Mais Ok. est-ce que en fait la question à se poser c'est est-ce que ça a vraiment une incidence sur ta santé de consommer plus d'antinutriments et notamment de l'acide phytique? Hmm. Et bien sûr, ça a été testé dans les études. Et souvent, les personnes qui critiquent les flocons d'avoine et les antinutriments en général, bah, ils ont en partie raison parce qu'il existe plein d'études sur un repas, une journée, qui mettent en évidence que l'absorption des minéraux est réduite de jusqu'à 50% hein, pour du zinc ou des choses comme ça. Donc Ok. oui, dans ces cas-là, tu te dis, bon, c'est quand même peut-être mieux d'éviter. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des études sur le long terme. C'est est-ce que la santé de l'autre va être modifiée si pendant une longue période tu consommes ça et donc tu vas être sujet à des carences et à développer des pathologies. Bah, ça a été testé notamment chez les femmes parce qu'elles sont plus sujettes à tout ce qui est carence en fer ou autre. Donc tu mettais des groupes avec souvent utiliser du pain, tu vois, pour enrichir en phytate et un qui est pauvre en acide phytique, en antinutriments. Et ça, c'était la variable un peu d'ajustement pour les antinutriments. Et en fait, sur des périodes de 8 semaines ou 12 semaines, et ben, tu constates qu'il n'y a aucune différence entre les personnes qui consomment beaucoup d'acide phytique et ceux qui en consomment moins. Pourquoi? Parce que le corps a tendance à s'adapter à ce que tu lui fournis comme alimentation. Après, s'il est capable de s'adapter indéfiniment à des niveaux de consommation toujours de plus en plus élevés, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour des niveaux de consommation qui sont élevés, tu pourrais avoir dans un régime plutôt vegan, tu vois, Hmm. et ben le corps s'adapte. Et donc il n'y a pas de souci lié aux carences, tu vois. Ok. Donc Donc le c'est ça corps, qui. c'est le corps qui s'adapte. Donc au final, on peut pas Ouais, s'arrêter au premier résultat. Si le corps s'adapte, dans quel sens? Est-ce qu'il s'adapte parce que il combat, enfin, il est en mesure de combattre l'effet de ces antinutriments et bah, du coup en de gros, ça prévenir va la produire. carence? Ouais. C'est En ça? gros, il va améliorer le taux d'absorption des minéraux et va aussi euh, augmenter le niveau d'enzymes phytase qui sont capables de décomposer l'acide phytique. Ok, Donc, compris. en fait, c'est par deux biais, généralement, c'est un peu ça.
Donc le corps, quelque part, c'est pour ça qu'il y a autant de types de diètes entre guillemets qui existent et que tout le monde finit par s'adapter et du coup tout le monde prêche pour sa paroisse, mais ça fonctionne un peu tout si le Il- corps est en mesure de s'adapter. Ouais, bah il y a des choses où tu peux pas t'adapter, hein. Donc Ouais, voilà, mais pour ça, pour en tout cas pour cette partie antinutriments, le corps est capable de s'adapter. ok. Mais il y a des choses où tu t'adaptes pas, hein. Le corps, il a ses limites, surtout quand tu rentres à l'intérieur. Parce que tu vois, là, c'est dans le tractus digestif où il est capable un peu d'agir et ton microbiote aussi peut, justement, comme on en parlait, lui, peut Mhm. avoir des incidences. Et après, il y a des bactéries, par exemple, qui sont capables de décomposer l'oxalate. Donc, tu vois, si tu consommes beaucoup d'aliments comme des épinards ou autres, bah, si tu augmentes ça de plus en plus, bah, tu vas avoir des bactéries qui vont augmenter leur capacité à décomposer les oxalates et donc avoir un effet positif. Pareil pour l'acide Tu peux phytique. vulgariser ce que c'est les oxalates, parce que je pense que la plupart des gens qui vont écouter le podcast, ils n'ont pas toutes ces notions. Et Ouais, pas de au problème. plus on vulgarise, au mieux ils peuvent comprendre et mettre en application. Donc, bah, il existe plusieurs types d'antinutriments. Donc, souvent, on entend parler d'acide phytique, hein. Il y a des lectines, il Hmm. y a les oxalates. Et les oxalates, en fait, c'est une forme qui se lie au calcium, notamment, mais après à d'autres minéraux, mais c'est essentiellement au calcium. Et en fait, quand on a beaucoup dans ton corps et que ça circule, bah, c'est capable de se combiner justement au calcium et de former des cailloux. Et en fait, ces Ok. cailloux, bah, c'est ce Les calculs qu'on rénaux? appelle des calculs rénaux, voilà. Et dans ces cas-là, tu peux avoir de petits calculs et ça passe nickel, mais ça peut aussi avoir des conséquences plus importantes avec des gros calculs et là ça fait très très mal et ça nécessite des opérations et voilà donc ça peut avoir aussi une incidence sur la fonction rénale si ça peut venir l'abîmer donc après avoir des conséquences plus graves. Donc c'est pour ça que les oxalates, c'est aussi un cheval de bataille pour les personnes qui sont contre les antinutriments, parce que Ok, ça je peut être comprends. nocif. Mais après, il y a toujours d'autres moyens, tu vois. Si tu consommes beaucoup d'oxalates, bah, en parallèle, il faut consommer beaucoup de calcium, notamment au même moment. Par exemple, si tu consommes des épinards et que tu veux consommer des produits laitiers en même temps, bah, le calcium qui est contenu dans les épinards, non, le calcium contenu dans les produits laitiers va se combiner avec les oxalates des épinards, et dans ces cas-là, tu vas pas l'absorber, et ça va partir dans les selles en Ok, formant ce complexe. Et ok, ce qui est intéressant, c'est par exemple aussi, tu as la vitamine C qui peut, en grande quantité, produire des oxalates. Parce que les oxalates, ça vient d'où? En fait, ça vient de la vitamine C. Donc à la base, les épinards, par exemple, sont très riches en vitamine C, mais ils ont tellement de vitamine ok. C que ça se transforme en oxalate. Donc tu vois, c'est un peu ça. Donc Ouais, mais quand du coup, tu... est-ce que si on fait, je te coupe, je suis désolé, juste rebondis là-dessus, si tu prends des capsules de vitamine C exogène en grande quantité, est-ce que tu vas avoir cette production d'oxalate alors que ça vient pas d'un aliment? Oui, jusqu'à en fait, je pourrais pas te dire dans quelle proportion ça va augmenter ça, mais ça va augmenter. Et à partir de 2 grammes par jour de vitamine C, tu augmentes tes risques de calculs rénaux. Donc Ok, 2 grammes, c'est le maximum recommandé. Enfin, que ouais, tu peux recommander ces 2 grammes. Au-dessus, tu peux augmenter le risque de calculs rénaux pour les personnes qui, de base, n'ont pas de calcul. Pour les personnes qui ont des calculs, je pense que même avant, faut s'arrêter. Tu vois, 1 gramme, je pense que ce serait la limite tolérable. À mon sens. Après, je sais pas, j'ai pas regardé trop d'études dessus, mais je pense que 1 gramme, ce serait bien de pas dépasser si vous avez déjà fait des calculs. c'est intéressant parce qu'en plus Et de ça, autre vas-y, je te chose laisse qui fait des poursuivre. calculs, hein, c'est des acides aminés, notamment la glycine et l'hydroxyproline. Euh, ouais, je crois que c'est l'hydroxyproline. Maintenant, j'ai un doute. Mais en tout cas, le collagène, tu vois. En gros, les acides aminés que tu peux retrouver dans le collagène peuvent aussi augmenter la production d'oxalate. Et pour les personnes qui font des calculs rénaux, tu vois, je déconseille la consommation de collagène parce que c'est aussi un risque de développer des calculs. J'ai déjà euh, eu quelques patientes qui ont développé des calculs. Après, je peux pas dire vraiment que ce soit le collagène, mais en tout cas, elles consommaient du collagène, tu vois. Intéressant. Tu penses quoi du coup, toi, de ces... Quand tu dis consommer du collagène, c'est de la poudre de Ouais, ouais, collagène ouais, ouais. en complément alimentaire.
J'ai vu récemment pas mal d'études sortir qui contrecarraient complètement les effets du collagène et qui montraient une très faible biodisponibilité, malgré le fait que ce soit un complément relativement cher. Est-ce que toi t'en sais plus? Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai fait pas mal de publications sur le collagène et j'ai tendance à ne pas conseiller d'en prendre. Après, si vous en prenez, moi, je m'en fous, hein, tu vois. Voilà, mais je trouve que l'argent dépensé, parce que c'est un complément qui coûte très cher, C'est ça le par, truc. Ouais. par rapport aux bénéfices que tu peux avoir, bah, me semble très faible. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un complément alimentaire et que les études qui sont faites dessus sont souvent financées par les fabricants. Ok. Les fabricants ont des méthodologies dans les études, en tout cas les chercheurs qui financent les études, enfin les chercheurs qui réalisent l'étude et qui sont financés par les fabricants, je ne sais pas s'ils le font volontairement ou non, mais en tout cas, dans beaucoup d'études, la méthodologie est assez douteuse parce que, par exemple, sur la peau, bon, après ça peut se comprendre, mais sur la peau, par exemple, si tu prends du collagène, ça va être VS un placebo qui est non protéique. Donc ça va être de la maltodextrine ou des choses comme ça. J'ai déjà vu aussi du carboxyméthylcellulose, tu vois, en placebo. Donc carboxyméthylcellulose, comme on l'a pu évoquer au début, ça peut augmenter l'inflammation ou avoir des effets un peu négatifs sur la santé de l'autre. Donc le fameux E466. Ouais, qui est Hmm. utilisé comme placebo dans certaines études hein, Ok. versus le collagène. Et donc t'as pas de contrôle sur l'apport protéique des personnes. Tu n'as pas de placebo protéique. Et donc, tu as un écart de protéines qui est de je ne sais pas combien. Ensuite, tu consommes juste le complément de collagène et tu peux avoir des effets positifs qui peuvent être subjectifs sur la peau parce que ça va être évalué par le chercheur par X méthode, mais ça reste relativement subjectif. Hmm. Et c'est pas vraiment un truc très très bien réalisé, je trouve, tu vois, en tout cas sur la santé de la peau, parce que t'as pas justement le niveau de protéines entre les personnes, donc t'as aucune donnée sur l'alimentation, tu ne sais pas du tout comment se passe l'alimentation des personnes entre le groupe placebo et le groupe intervention, et t'as pas justement aussi cet écart protéique enfin, qui est comblé avec le collagène vs le placebo. Donc t'as vraiment aucune connaissance de la différence de protéines. Et justement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le collagène reste une protéine. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le collagène est supérieur à une protéine normale. C'est un peu ça, on consomme du collagène parce qu'on se dit que c'est supérieur à une protéine normale et Bah, qu'elle doit avoir des effets différents parce qu'elle contient des acides aminés différents des protéines musculaires qu'on retrouve, comme la whey ou comme la clairement. viande. Et aujourd'hui, c'est même pas vendu spécialement de cette manière-là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui consomment du collagène qui ne savent pas que c'est une protéine, qui prennent ça parce que la promesse, elle est de rester jeune et d'avoir une belle peau et tout ça, ou de réparer ses tendons par la même occasion. Et ça me dérange un peu, tout ça, le milieu du collagène, parce que c'est un peu BS de mon opinion. Et je voulais ton avis là-dessus et tu vas un peu Ouais, dans ce sens-là, quoi. ouais, et après, tu as des études qui sont bien faites, mais qui sont plutôt concentrés justement sur les tendons et autres, et qui sont pas sur la peau. Donc Hmm. là, sur les tendons ou même la croissance musculaire, tu as des études qui sont bien conçues où on égalise les protéines. Donc Ok. entre les groupes. Donc si un groupe consomme 200 grammes de protéines, l'autre groupe consomme 200 grammes de protéines. Et il y en a où c'est tellement bien fait, où ils augmentent l'apport alimentaire en protéines pour combler l'apport supplémentaire qui est en collagène. Donc par exemple, tu consommes 200 grammes, tu rajoutes 20 grammes de collagène, et ben dans le groupe, ils vont faire prendre 20 grammes de protéines alimentaires plus un placebo. En gros, ça va être un peu ça, tu vois. Et Ah. dans ces cas-là, tu constates qu'il n'y a aucune différence entre les groupes. Donc c'est-à-dire que le collagène n'est pas supérieur à la consommation de protéines Standard. équivalentes. Donc Ok. c'est ça le problème. Et il manque beaucoup d'études de ce type. Et à chaque fois qu'il y a des études où tu as un niveau de protéines équivalent, eh ben, tu ne vois jamais la supériorité du collagène. Intéressant, puisque ce Donc sont les protéines les plus chères, quoi. et il faut avoir ça en tête, c'est que pour l'instant, il manque beaucoup d'études comme ça, mais pour l'instant, la plupart des études qui sont bien faites ne permettent pas de mettre en évidence une supériorité du collagène par rapport à une consommation de protéines équivalentes. Après, Bête.
le problème, c'est que sur les réseaux, bah, tu as aussi beaucoup de personnes qui consomment du collagène, qui vont dire que c'est leur bienfait qu'ils ont constaté sur eux-mêmes, mais tu peux pas te contrôler toi-même. Tu peux pas savoir si tu aurais augmenté ton apport en protéines de manière équivalente par rapport à ce que tu prends en collagène, aurait eu les mêmes effets. Et après, est-ce que Mhm. la prise de collagène a aussi conduit à des changements de comportement qui sont plutôt bénéfiques pour la personne? Parce que la prise de compléments peut souvent engranger, te lancer dans un mécanisme de bonnes habitudes pour avoir des effets positifs sur toi-même. Donc c'est pour ça, tu vois, même les brûleurs de graisse, on sait que c'est de la merde, mais des fois, bah, ces brûleurs de graisse peuvent être le déclencheur de bonnes Mhm. habitudes. Tu vois, et c'est toute la complexité, parce que on sait que c'est de la merde, mais en même temps, si ça permet à la personne de déclencher un truc et d'aller dans un engrenage positif, est-ce qu'il faudrait pas laisser la personne en consommer? Tu vois, c'est Je aussi ça. comprends. Donc, Mhm. pour l'instant, je conseille pas spécialement de prendre du collagène, mais en même temps, si la personne en prend, bah, ça me pose pas de problème, tu vois. Parce que ça a peut-être Mhm. d'autres effets positifs à côté. Ok. Avant d'attaquer le domaine vraiment des protéines, parce que là tu l'as bien enclenché, je voulais revenir rapidement sur la vitamine C. Parce que j'ai pu voir quelques trucs il y a pas mal de temps. Bon, déjà, je voulais savoir s'il y avait une différence. Bon, après, je sais pas si tu sais, parce que tu dis à partir de 2 grammes, les recommandations sont que ça commence à être un peu dangereux. L'hiver, moi j'ai tendance à prendre 2-3 grammes par jour, sous forme liposomale. La plupart des vitamines C sur le marché sont de l'acide ascorbique et soi-disant moins biodisponibles. Mais est-ce que du coup, ces rejets d'antinutriments sont aussi présents? J'ai pas trop compris où tu voulais en venir, ou ta question. De ce que tu disais par rapport Ah, par rapport à l'oxalate que ça peut former? à l'oxalate, exactement. Ah, je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. J'en ai aucune idée si ça fait une différence dans la production d'oxalate là. Je me suis Ok. jamais trop posé la question. Parce que Euh, au-delà de ça, j'avais vu des choses où il y avait des tests pour mince, pour guérir des cancers avec des IV, donc des intraveineuses de haute dose de vitamine C. Et du coup, je me dis putain, alors comment s'il y a les oxalates au milieu et que on parle de haute dose de vitamine C, et je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. ouais, ouais. Alors, de ce que j'avais vu, ça a été déjà débunk plein de fois. Donc, j'ai Ok. pas après trop cherché là-dessus parce que en fait, ça te met souvent un peu sur aussi des thérapies alternatives qui peuvent aussi t'éloigner un peu de tout ce qui est chimio et autres parce que tu dis que ça va être plus Mm. naturel. Donc, j'aime pas trop ces trucs-là et j'aime pas trop non plus l'aborder. Euh, Parce que ça peut avoir des effets négatifs. Il y a trop de personnes qui ont tendance à mettre en avant des contextes naturels ou du jeûne, tu vois, ou pour des pathologies comme Mhm. le cancer. Et en fait, ça éloigne des gens des choses qui sont vraiment efficaces, qui sont prouvées, même si Mm. c'est chimique, c'est de l'industrie pharmaceutique. En fait, ça fonctionne. Et c'est ce qui est le plus efficace, et donc autant mettre là-dedans, tu vois, même si tu as une image négative de l'industrie pharmaceutique, je pense que Mm. tu serais bien content de prendre ta chimio, surtout en France, vu comment c'est pris en charge. Donc voilà, mais Ok. en gros, ouais, ça avait été des bugs, je sais pas exactement pourquoi, pourquoi du comment, mais ça avait, la théorie ne suit pas du tout, hein, c'était plus, c'est vraiment un truc bancal qui a été mis en avant là, avec la vitamine C et le cancer. Ok. Bon, dommage. Je me serais Mais par dit. contre, il y a un effet positif aussi de la vitamine C, c'est que c'est un effet antihistaminique. Donc, si tu as des allergies, c'est intéressant de prendre plusieurs fois de la vitamine C dans la journée, hein, notamment dans les périodes de pollen ou autres, ou si tu as le mal des transports, mal de mer ou sur la Ok. route, même si il y a des gens qui supportent pas le trajet en voiture. La vitamine C, ça peut aider. C'est intéressant ça. Je savais pas du tout. Ok. Ok. Bah écoute, en termes de protéines maintenant, allons-y parce qu'on était sur le collagène. J'avais bien aimé ton post la dernière fois quand tu parlais de différence de qualité des protéines justement. J'aimerais qu'on rentre un petit peu là-dedans pour comprendre un petit peu mieux le raisonnement derrière. Et le fameux mythe des combinaisons de protéines dont tu parlais, qui date d'une cinquantaine d'années, il me semble que tu disais quelque chose comme ça. Euh, et qui avait eu un passage dans un bouquin qui avait été enlevé parce que ça avait créé un mythe qui avait eu trop d'impact en fait tout simplement. Mais du coup,
Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, par exemple, si tu, admettons, on parle de protéines animales, protéines végétales, évidemment, chacun va prêcher pour sa paroisse. Les véganes sont évidemment très à cheval sur leur consommation de protéines végétales, combinaison de différents, que ce soit légumineuses ou blé ou autre. Et de l'autre côté, tu as les gens qui sont vraiment anti et qui vont te dire la protéine végétale ne se digère pas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas biodisponible, prenez de la whey ou autre. À partir de là, comment toi tu te situes au vu des recherches que tu as pu faire? Alors, déjà, je tiens à dire que je suis ni vegan, ni végétarien, ni carnivore, donc moi, ce Voilà, qui m'intéresse, disclaimer. c'est plutôt les données qu'il y a de disponibles, ce qui m'intéresse, et après faire des recommandations pour les personnes, ou en tout cas les aiguiller, ou des fois casser un peu des croyances. Hmm. Donc, ce qui nous intéresse, bah, comme je le dis souvent, hein, c'est les résultats de santé humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe chez l'individu? Tu vois, pas dans des cellules musculaires. Est-ce que sur du tissu musculaire, il y a une différence entre les protéines végétales et les protéines animales? Bah, clairement. Ouais, ça, c'est clair, c'est mis en évidence. Les protéines animales sont supérieures aux protéines végétales. Il y a pas débat. C'est comme ça et voilà, il faut l'accepter. Mais par contre, est-ce que sur l'individu, ça a une différence, la consommation de protéines animales vs végétales? Et donc, il y a des études Attends, juste une seconde, quand tu dis que du coup, parce que là on parle même pas du coup de l'individu, quand tu dis qu'elles sont supérieures et qu'il n'y a pas de débat, c'est à quel niveau? Ben, au niveau de l'effet, par exemple, sur la synthèse protéique, Ok. donc pour la construction de muscles. Et donc c'est ce que la plupart des personnes mettent en avant quand ils mettent en, en avant bah, justement les protéines animales. C'est pour Mhm. dire que c'est plus intéressant pour maintenir la masse musculaire ou pour les choses comme ça. C'est plus Ok. un débat que je trouve dans le milieu fitness, musculation, cette histoire de protéines animales vs végétales, plutôt que Hmm. dans le quotidien des gens. Voilà, Clairement. parce que moi, dans le quotidien, je n'entends jamais les personnes me dire ça, tu vois. Donc, par contre, sur les réseaux protéines animales vs végétales, on en entend souvent. Donc, Ouais. ce qui est intéressant, bah, c'est vraiment les résultats de santé humaine. Est-ce qu'il y a une différence entre les protéines bah, justement animales et les protéines végétales? Est-ce qu'à un certain niveau de consommation, il y a une différence qui existe toujours ou cette différence est annulée? Bah, on peut constater, ça a été mis en évidence dans deux études, des personnes qui ont un régime omnivore, donc qui consomment des protéines animales, vs des véganes, bah, à partir de 1,6 g de kilo de protéines par poids de corps, et bah, il n'y a plus de différence au niveau construction de masse musculaire ou autre. C'est équivalent. Donc la protéine animale vs végétale, bah, à partir de 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, il n'y a plus de différence. Donc si tu as ce minimum de protéines par jour, eh ben, tu peux être vegan et faire autant qu'un omnivore ou un carnivore. Tu vois. Hmm. Mais En du gros, coup, c'est un pour peu un ça. vegan, est-ce qu'il y a besoin du coup de faire cette fameuse combinaison de sources ou pas? Parce que c'est là où j'ai Non, pas compris. Ouais, vas-y. il n'y a pas besoin. Il y a En, pas en besoin. gros, non, parce que au final, l'histoire elle a débuté, la personne, quand elle a écrit ça dans son livre, c'était pour les personnes qui consommaient très peu de protéines ou qui étaient en déficit calorique, donc énergétique. Par exemple, les personnes qui sont plus dans l'anorexie ou les choses comme ça. Ok. Pour elle, quand tu es plutôt dans ces conditions-là, c'est important de combiner les protéines végétales, donc des céréales avec des légumineuses, pour subvenir aux besoins de tous les acides aminés, notamment essentiels, qui sont manquantes dans les protéines végétales. On trouve la méthionine et la lysine qui sont manquantes. Mhm. Mais si tu consommes suffisamment de protéines, bah, en fait, le minimum d'acides aminés nécessaires pour le bon fonctionnement du corps en méthionine lysine, bah, il est largement apporté quand tu atteins les 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, tu ne pourrais manger que des légumineuses ou que des céréales. Bah, en fait, le déficit qui existe comparé aux protéines animales, bah, il est comblé par l'apport supplémentaire en protéines que tu as amené. Parce que le minimum pour le bon fonctionnement, ou en tout cas dans les recommandations que tu vois, qui permet justement au corps de bien fonctionner, de ne pas avoir de problème, c'est 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Hmm. Donc quand tu as 1,6, tu as le double. Donc même si tu apportes une seule source de protéines céréalières, par exemple, bah, même si elle est déficitaire en acides aminés,
bah, il est comblé par le fait que tu aies apporté 2 fois plus de protéines. Ok. Donc, tu n'as pas Mais besoin est-ce de que combiner. c'est... Mais après, tu le fais naturellement, tu combines naturellement, parce que Hmm. sinon, tu es dans une monotonie de tes repas qui, je pense, peu de gens supportent. Bien sûr, je pensais surtout en termes de fabrication de compléments alimentaires de protéines à base de plantes, ou est-ce que du coup ça a son intérêt de faire, parce qu'aux dernières nouvelles, moi je pensais que oui, d'où le fait aussi que dans la formule Sync on ait plusieurs sources, mais il y en a certains qui vont utiliser 4, 5, 6 sources différentes, est-ce que c'est pas juste marketing, ou est-ce que vraiment c'est utile? Bah, le problème, c'est qu'il y a l'image qui est là et qui est persistante. Tu vois, le mythe, ça fait 50 ans qu'il est là. Dans 50 ans, il Hmm. sera toujours là. Donc, Ok. dans l'image, dans la tête des gens, et surtout, bah, justement, parce que c'est un milieu du fitness ou autre, t'auras beau avoir des personnes comme moi qui vont te dire que c'est un mythe et qu'il n'y a pas besoin, bah, le message sera jamais assez véhiculé pour que on change les a priori de toutes les personnes. Donc eux Hmm. vont se concentrer sur l'aminogramme et s'ils voient qu'il y a un problème dans les acides aminés, bah, probablement qu'ils vont pas prendre la protéine parce qu'ils vont dire On se dirait que bon c'est inférieur. bah, c'est ça. Donc il est toujours plus intéressant de combiner et de rester sur des combinaisons qui permettent d'avoir tous les acides aminés et qui donnent une bonne image de la protéine, même si c'est pas nécessaire. Mais faut rester sur ça, tu vois, ça n'aurait pas de sens, sauf si tu veux te flinguer ta marque, tu vois. Tu vois, Mhm. même si ce serait aussi efficace, il y a pas d'intérêt au niveau marketing et d'image de marque de faire ça, tu vois. Super intéressant. Parce que moi-même, j'étais persuadé que c'était indispensable, mais c'est maintenu par le fameux mythe dont tu parles. Ok, ok. Parce que j'essaie de faire le rapprochement avec la... Bon, c'est un peu hors sujet, mais la prise de BCAA, que moi j'ai jamais recommandé, ou sauf peut-être au début de mes années d'entraînement. On m'a toujours dit que, enfin en tout cas plus récemment, que la prise juste des 3 acides aminés essentiels n'était pas utile tout en sachant qu'il fallait avoir les 9. Donc si tu n'en prenais que 3, ça allait chercher dans le corps tes réserves des 6 autres pour synthétiser. Et du coup, je me dis que c'est peut-être la même chose. Si là, t'as pas la lysine, par exemple, ça va aller la chercher dans ton corps pour la synthétiser de la même manière. C'est le cas? Oui, bah oui, oui, t'as un renouvellement, ça va être utilisé ailleurs, oui, forcément. Même la méthionine, tu vois, la méthionine, c'est beaucoup utilisé dans les principes de détoxification, méthylation du corps, en plus de la synthèse musculaire. Donc, c'est des acides aminés qui peuvent être importants et qui vont forcément toujours avoir un turnover et qui vont être utilisés à différents endroits du corps. Et que si tu les apportes pas assez, ça va être ponctionné. Mais si euh, en fait, t'as juste un besoin minimum. Après, pour la construction musculaire, peut-être que c'est bien mieux d'avoir tous les acides aminés tout le temps. Je suis pas sûr qu'il y ait d'études qui montrent que il y a une personne qui a suivi un régime céréal, tu vois, full céréal, un full légumineuse et comparé à des protéines de viande ou animal Mm. pour mettre en évidence que il n'y a pas besoin parce que naturellement, tu vois, les personnes, comme je t'ai dit, tu combines, en tout cas dans ton alimentation sur la journée avec l'apport calorique que tu peux avoir, tu es obligé d'avoir différentes sources de protéines et qui vont forcément combler le manque, tu vois. Ok, Donc je capte, ouais. c'est ça le truc. T'as pas une exposition nulle, ça n'existe pas une exposition nulle en nutrition, tu vois. Enfin, où c'est Mm. hyper dur, c'est hyper compliqué de faire une exposition nulle. Tu auras toujours une personne qui consomme un minimum d'autres choses que tu veux comparer, tu vois. Enfin, si, par exemple, les additifs, bah ça c'est plus simple, hein. Comme on pouvait voir les édulcorants, c'est plus facile d'éviter les édulcorants ou autres. Mais par exemple, éviter les céréales dans l'ensemble, bah c'est plus difficile pour la plupart des personnes, sauf si tu te mets sur un régime carnivore, tu vois. En gros, t'auras forcément un truc de céréales ou des choses comme ça, ou des glucides, ou en tout cas, ça devient plus compliqué en termes alimentaires de gérer une exposition nulle à une exposition complète. Donc les véganes, c'est possible, mais dans les véganes, bah, t'auras jamais une personne qui va manger que des céréales. Elle aura toujours une combinaison, voire inclure du soja, une soja qui est protéine complète. Donc, Mm. tu vois, t'auras pas le problème là. Et c'est ça la difficulté. C'est que tu peux pas déjà mettre volontairement des choses qui pourraient être non éthiques. Je suis pas sûr que ce soit très éthique de mettre volontairement une personne sur un régime full céréal pour comparer et voir si ça a vraiment une incidence. Ok.
Tu vois, c'est toute la complexité. Et après, il faudrait trouver en plus des personnes euh, qui acceptent de le faire sur une longue période, parce qu'il faut une longue période pour mettre en évidence aussi des effets là-dessus. Bien sûr. Donc, Donc, là- c'est toute la difficulté. Mais en théorie, bah, il y a pas la nécessité de combiner. donc Mais pas on le fait nécessité. naturellement. Ok, ok. Donc pas nécessité de combiner. Ceci dit, quand on en revient à la base de ce que tu disais, les protéines animales sont de manière indéniable supérieures. Cependant, quand on arrive au niveau de l'individu, elles le sont pas. Qu'est-ce qui justifie cette différence? Alors, en fait, c'est l'apport total protéique. Comme je dis, en fait, c'est L'apport total protéique, donc parce que j'avais déjà entendu comme quoi, en termes de protéines d'origine végétale, il fallait en consommer vachement plus pour que le corps la synthétise au même ratio que la protéine animale. ouais, bah, ça a été mis en évidence que c'est 1,6 g. Donc Ok, à 1,6 g, à partir de 1,6 g de protéines, que ce soit animale ou végétale, bah t'as plus de différence, c'est ça. Donc c'est ok. 1,6. Donc Mais il n'y avait pas justement, enfin, de ce que j'avais entendu, j'étais toujours perplexe sur la question. C'était en termes de protéines animales, ok, tu prends tes 1,6 grammes et t'as le bon ratio, mais admettons, pour avoir la même quantité de protéines absorbées par le corps, bah, tu serais plus à 1,6, faudrait peut-être aller chercher 2, et là, tu aurais l'équivalent du 1,6 en animal. non, bah, ce qu'on peut voir dans les études, c'est qu'à partir de 1,6, c'est équivalent, tu vois. T'as pas besoin Ok. de plus. C'est vraiment quand t'es mis à 1,6 g, un vegan fait autant qu'un omnivore. Après, est-ce que ça pourrait avoir des différences marquées si tu montes à 3 grammes ou des choses comme ça? Peut-être, hein, je sais pas. Hmm. Mais c'est plus du double, tu vois. Ok. Mais à partir de 1,6, tu constates plus de différence. Et dans une fourchette jusqu'à 2 grammes, y a pas tellement de différence. C'est nul, quoi. Ok. Après, si t'es à 3-4 grammes, peut-être, mais 3-4 grammes, en fait, peu de gens le font. Non, mais c'était surtout pour dire, il y a une partie qui n'est pas absorbée. Est-ce que ce serait le mythe serait, enfin, mythe ou pas mythe, je sais pas, ce serait que les protéines d'origine végétale ne sont pas aussi bien absorbées que les protéines d'origine animale. Donc, en suivant cette logique, il en faudrait plus de quantité pour arriver au même ratio que celles d'origine Ouais, ouais, animale. je vois ce que tu veux dire, mais Il y a ça pas semble de, il y a être rien qui démontre 1,6 ça. grammes. Non, ça semble être 1,6 grammes. Ok. Et après, il y a tout récemment, ouais, c'est assez récent, par exemple, l'apport en fibres est corrélé au gain musculaire et à la force, notamment chez plus mis en évidence chez les personnes âgées. Mais plus tu consommes de fibres, plus tu seras en mesure aussi de faire de la masse musculaire. Des Donc fibres. tu vois, ouais, les fibres. Ouais, ouais, ça Alors ça, paraît c'est, étonnant, hein. alors Ça ça, paraît c'est très, surprenant. très étonnant pour le moins parce que il n'y a pas de vraies recommandations autour des fibres et dépendamment de si ton corps a l'habitude d'en absorber pas mal ou pas, tu vas avoir des inconforts digestifs, avoir des gaz, des maux de ventre ou pas. Si tu as l'habitude de consommer des fibres, je sais que nous, à une époque, on avait eu ce problème-là sur des barres protéinées où tu avais une dizaine de grammes de fibres par barre et les gens qui avaient l'habitude de consommer des fibres, c'était absolument zéro problème, je les digère trop bien. Et ceux qui avaient une alimentation pauvre en fibres, c'était dramatique. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est tout le problème. La plupart des personnes ne consomment pas assez de fibres et après vont avoir une certaine sensibilité justement à la digestion des fibres et il faut aller par palier, augmenter progressivement l'apport en fibres, tu vois, par tranche de 5 grammes maximum, je pense, et jusqu'à tolérance maximale, tu vois, enfin ce que tu tolères le mieux. Et une fois que tu commences à avoir trop d'intolérance, te stabiliser là et après plus tard essayer de réaugmenter. Mais vu que la plupart des personnes sont autour des allez, 20-25 grammes, hein, globalement c'est un peu ça. Après peut-être dans le milieu de la musculation, on est peut-être un peu plus parce qu'on fait plus attention à ça. Mais c'est assez compliqué ouais, pour les personnes des fois de digérer. Et après, il y a des types de fibres particulières qu'on peut retrouver dans les bars ou les choses comme ça, qui peuvent être de l'inuline ou autres, qui peuvent être des FODMAP et qui sont moins bien tolérés aussi chez beaucoup de personnes. Donc Hmm. après, c'est peut-être le type de fibre qui fait que ça fermente assez facilement et c'est ça qui crée les inconforts digestifs. Mais vu que les Ok. personnes qui consomment beaucoup de fibres ont une capacité à mieux gérer ça, bah, souvent ça passe mieux. Je capte, ouais. Parce que souvent aussi, ce qui est utilisé, ce on s'est toujours dit qu'on ne ferait jamais d'ailleurs pour des barres protéinées, c'est la fameuse
l'offre qui fait rêver du, admettons, 15 grammes de protéines, 1 gramme de sucre. Donc en fait, tu sais que tu as blinde de fibres, mais qui sont du sucre d'alcool, qui moi personnellement me déboîte le bide. Si je bouffe une barre Barbells par exemple, autant elle va être très bonne en goût, autant la suite va mal se passer. Pour toi, l'alcool de sucre, qu'est-ce que tu sais là-dessus? Parce que je pense que peu de gens sont éduqués sur la question. Et c'est un domaine où tu vois, en fait, c'est comptabilisé comme des fibres, mais du Ouais. coup, t'as l'impression que c'est une plus-value, leur produit, parce qu'ils vont te dire riche en fibres, 15 grammes de protéines, riche en fibres, 1 gramme de sucre. Enfin, sur le papier, moi, je signe tout de suite. Mais pour le coup, la digestion est hyper compliquée. Ouais, bah, oui, bah ça se passe toujours mal, hein. Avec les polyols, ça a un effet laxatif, Ouais. la plupart des personnes auront des inconforts digestifs et au pire des diarrhées. Donc c'est pas forcément très recommandé de consommer beaucoup de polyols. Après, tu peux augmenter ta tolérance, hein, à la force d'en consommer, mais ça a une certaine limite. Et c'est pas Hmm. non plus là-dessus que je partirais, quoi. Tu vois, pour augmenter les fibres. Vaut mieux les fibres d'avoine que les polyols, quoi. Ok. Et ça, là-dessus, on en sait plus sur l'impact sur la microbiote, par exemple, de l'alcool de sucre ou. Alors ça, en tête, j'ai pas ça en tête. Bon, ça a forcément des effets dessus, mais je pourrais pas dire si globalement ils pensent que c'est positif ou négatif. Mais Hmm. forcément, ça a des effets, tu vois. Après, la complexité, hein, comme je te dis, c'est les expositions nulles, parce que même si tu mets des gens à consommer ça, il y aura toujours une part de fibres aussi qui devrait être égalisée dans l'autre groupe, ou en tout cas pour essayer de voir les effets. Parce que tu augmentes la part de fibres, par exemple, si on constate un effet positif des polyols, c'est parce que tu as augmenté aussi une partie de fibres. Ouais. Donc peut-être que ça a eu un développement positif sur certaines bactéries. Bon, après, je sais pas, hein, c'est tout spéculatif. Mais Spéculatif. les personnes qui, dans l'autre groupe, ont une alimentation standard et donc un apport de fibres qui est peut-être 10 grammes de moins, parce que tu dis que la barre, par exemple, pourrait faire 10 grammes de fibres, bah, qui aurait 10 grammes de moins de fibres. Si tu augmentes 10 grammes de fibres autres que les polyols, est-ce que tu constaterais aussi un effet positif ou l'écart de fibres a créé l'effet positif, tu vois? Donc c'est toute la difficulté. Il faudrait regarder ça, mais je sais pas au niveau des études ce que ça dit, mais en tout cas, dans les études, s'il y en a, bah, il faut regarder de ce côté-là Ok. pour voir si la différence est comblée et si c'est le cas, dans ces cas-là, tu peux dire que peut-être c'est un effet positif lié à la consommation de polluants Hmm. et de ce type particulier de fibres. Mais Ouais. sinon, c'est peut-être globalement plus de fibres qui a l'effet positif. Ok. Ouais, parce que ça a toujours été, évidemment, étant dans le recherche et développement, formulation produit, c'est quelque chose qui me passionne. Et on a toujours voulu rester dans le naturel clean. Et quand, donc, on essaie toujours de trouver des alternatives aux édulcorants artificiels. Et bien entendu, au sucre d'alcool quand on veut formuler une barre, par exemple. Et c'est vrai que ça a toujours été le cheval de bataille de se dire, OK, alors tout le monde utilise ce fameux maltitol. C'est celui que tu vois dans toutes les barres où c'est 15 grammes de protéines, 1 gramme de sucre. La promesse, c'est hyper sexy. Mais c'est l'aftermath, la conséquence, elle est pas possible. Donc c'est là où on a essayé de se tourner vers plein d'alternatives. T'en trouves, mais c'est jamais très facile quand tu veux rester. En tout cas, pour avoir un message aussi sexy que ça, quand tu veux être clean, c'est compliqué. Mais bon, ça c'était juste la parenthèse. Un sujet qui a été le plus pas clivant, mais celui qui m'a le plus choqué dans vos différences de discours entre toi et Fabien et Gilles, dont je te parlais, c'était l'aspect envers les protéines et pas les protéines, les graisses, pardon. Ce dont tu voulais aborder plus tôt. Et là-dessus, moi aussi j'ai besoin d'éclaircissement et je pense que beaucoup de gens, parce que le retour aux fondamentaux, par exemple, dont Gilles parle beaucoup, pour moi, évidemment, d'aller vers des aliments non transformés, c'est bien évidemment la base. Donc à partir de là, on enlève tout ce qui est transformé, ultra transformé, tout ce qui est transformé, enfin du moins, en tout cas, en ce qui concerne le pain, ça fait partie du transformé, mais ça va, dirons-nous. Le pain en levain, en tout cas. Après, il existe, avec Fabien, on a eu une grosse discussion là-dessus hier, parce qu'apparemment, enfin, t'as plein de pains qui sont vendus comme étant pain en levain, mais t'as plein d'autres farines utilisées à l'intérieur qui, du coup, le levain ne peut pas fermenter correctement. Donc, en fait, t'as un pain qui n'est pas vraiment en levain à la fin. Je sais pas quel type d'expérience toi tu as sur le sujet, mais admettons, attaquons le pain rapidement, parce que c'est un sujet d'utilité publique en France. Tout le monde kiffe le pain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut bouffer, qu'est-ce qu'il faut pas bouffer, quoi. Je pense que c'est la question à 1 million d'euros. C'est, moi, je bouffe du pain tous les jours. Admettons, je suis français de base.
Comment je fais? Si on me dit le pain, il faut l'arrêter, comment je fais? Ok, alors déjà, je vais en profiter aussi pour revenir à ce que tu avais parlé de ton date avec celle qui supportait pas le gluten, donc on va parler de ça en même temps. Exact. On n'avait pas terminé là-dessus, c'est bien. Donc, justement, j'ai fait une publication hier sur ça, donc ça tombe bien. En gros, il y a la maladie cœliaque qui concerne les personnes qui sont intolérantes au gluten, et ça, bon, on va pas parler, hein, c'est une pathologie, c'est clair. Mais il y a un autre sous-groupe qui a été mis en évidence il y a quelques années, hein, dans les années 2000-2010, il me semble, euh, qu'on nomme les personnes non cœliaques mais sensibles au gluten. Hmm. Donc il y a toute une catégorie de personnes comme ça. Et justement, il y a des études les personnes se sont dit, tiens, bah, on va tester pour voir s'ils sont vraiment sensibles au gluten ou si c'est peut-être autre chose. Et ben, ce Hmm. qu'ils ont fait, c'est que ils ont recruté des personnes, hein. Donc, par exemple, il y a une étude australienne qui a recruté 37-39 personnes dites sensibles au gluten, mais qui étaient non cœliaques, et ils leur ont fait consommer un régime d'abord 2 semaines d'éviction au total des FODMAP, donc tout ce Ok. qui est sucre fermentescible et qui cause des inconforts digestifs pour beaucoup de monde, hein, par exemple, bah, les polluols peuvent être dedans. Et, euh, ils ont fait 2 semaines comme ça, et ensuite ils ont donné des muffins avec soit 16 grammes de gluten, soit 2 grammes de gluten plus 14 grammes de whey, soit 7 grammes de whey. Et ils ont fait consommer ça pendant une semaine, et ensuite c'était 2 semaines d'éviction, comme ça toutes les personnes passaient sur l'intervention à chaque fois placebo, faible en gluten et haut en gluten. Comme ça ils étaient leur propre contrôle, et ils étaient en mesure de dire ce qui leur posait plus de problèmes ou pas. Et le résultat, c'est que à la fin de l'intervention, bah, il n'y avait aucune différence. Donc les personnes sensibles au gluten n'avaient pas de différence particulière quand ils consommaient beaucoup de gluten, pas de gluten ou peu de gluten. Tu vois, dans Ok. les symptômes d'inconfort digestif. Et étonnamment, tu avais même légèrement moins d'inconfort digestif et autres quand tu consommais le muffin qui était très haut en gluten, à 16 grammes. Mais Ok. après, il n'y a pas de différence significative, mais c'était légèrement en dessous, tu vois. Donc c'est même Hmm. pour dire l'ironie du truc. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que les personnes ont signalé qu'en fait, ils se sentaient mieux hors intervention à chaque fois qu'ils ont fait les 2 semaines d'éviction de FODMAP. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le blé est très riche en FODMAP, notamment un type de fibre qu'on appelle les fructanes. Les fructanes du blé peuvent fermenter et créer des inconforts digestifs. En fait, la plupart des personnes sont intolérantes aux fructanes Est-ce qu'il y a et des non pas au fructanes gluten. dans les flocons d'avoine? Il me semble pas, ou pas beaucoup en tout cas, mais il me semble pas. Ok. Le sec, par exemple, est très riche en fructane. Tu vois, le seigle est très très riche. Il y a beaucoup de farines qui ont un niveau moyen de fructane, mais c'est le seigle qui est surtout très riche en fructane. Hmm. Donc le pain au seigle, on oublie. Ouais, globalement, c'est ça, on oublie. Mais après, je vais continuer là-dessus, mais Mhm. il y a une autre étude, par exemple, qui est plus récente, en 2017-2018, qui elle aussi a donné des bars, c'était en Espagne, des bars soit qui contenaient du gluten, soit des fructanes, ou soit aucun des deux. Et ils ont donné à des gens aussi qui étaient sensibles au gluten, en tout cas qui se Gluten. disaient sensibles au gluten, mais qui n'étaient pas cœliaques. Et ce qu'ils ont constaté, bah là aussi, hein, je vois propre contrôle, c'est que les personnes qui consommaient la barre avec les fructanes avaient plus d'inconfort digestif, de douleur, de diarrhée ou des choses comme ça, liées à la consommation justement de ces fibres qui fermentent dans l'intestin et qui posent problème. Hmm. Et entre le placebo et le gluten, il n'y avait pas de différence significative entre les deux, mais si tu regardes, il y avait une tendance à être légèrement moins pour les barres qui contenaient du gluten. Ok. Donc les personnes qui se disent sensibles au gluten mais qui n'étaient pas cœliaques, en fait, elles sont plutôt sensibles au fructane, Super aux intéressant. fibres contenues dans le blé. Et une autre étude encore un peu plus récente, elle, a mis en évidence l'effet d'attente. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris là aussi 84 personnes qui se disent sensibles au gluten mais qui n'étaient pas cœliaques, et ils leur ont fait consommer du pain. Donc c'était du pain avec ou sans gluten. Et les chercheurs ont ajouté une autre variable, c'est qu'ils
donnait au groupe une indication en disant que le pain contenait du gluten ou ne contenait pas du gluten, pour fausser un peu l'attente des personnes. Mhm. Donc, ce qui se passait, c'est que les personnes pouvaient consommer du pain avec gluten en pensant qu'il n'y avait pas de gluten, consommer du pain avec gluten en pensant qu'il y avait du gluten, consommer un pain sans gluten en pensant qu'il n'y avait pas de gluten, ou consommer un pain sans gluten en pensant qu'il y avait du gluten. Mhm. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que quand les personnes attendaient d'avoir du gluten, donc le pain avec gluten et qu'il y avait du gluten, et le pain sans gluten avec indication qu'il y avait du gluten dedans, les personnes avaient des symptômes, des douleurs digestives, des troubles digestifs, des diarrhées ou des choses comme ça. En fait, l'effet d'attente a créé cet effet négatif sur l'organisme. Donc, on est face à un effet qu'on appelle nocebo. À l'inverse du placebo qui peut avoir un effet positif, là, on est dans un effet négatif. Donc, quand on dit à une personne que le gluten c'est mauvais et que ça peut te causer des troubles digestifs, douleurs abdominales, nausées, ventre gonflé ou des choses comme ça, à la force d'entendre ce message-là, la personne peut l'incorporer vraiment au sein d'elle et avoir une attente très négative sur la consommation de gluten. Et quand on va lui proposer des pâtes ou dans un resto italien ou des choses comme ça, elle va se dire, oh mince, je supporte pas le gluten, si j'en consomme, je vais avoir des problèmes. Elle va consommer ça et elle va avoir des problèmes. Mais c'est pas lié au gluten forcément, c'est peut-être C'est lié dans à la l'effet tête, quoi. d'attente ou c'est peut-être Mhm. lié aux fibres contenues dans le blé. Donc tu vois, c'est soit dans la tête, soit dans les fibres, ou soit un mélange des deux. Mais c'est rarement Excellent. le gluten. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après sur le pain, ce qui est intéressant c'est le levain. Donc ouais, il y a le vrai levain qui est fait sans levure, et après tu as du levain où on peut utiliser de la levure, mais c'est pas vraiment du levain. Mais ça peut avoir cette appellation-là. En tout cas, les boulangers peuvent donner cette appellation-là. En gros, vous mettre de la farine, de la levure, de l'eau, et ça va faire un levain accéléré si tu veux. Au lieu de Mhm. laisser de la farine avec des jus de fruits ou de l'eau, et où ça développe un levain naturel. Et en fait, quand tu utilises un levain avec les farines qui contiennent beaucoup de fructane, ou même des farines classiques, le levain va détériorer ses fibres de telle sorte que tu peux avoir 75% moins de fructane dans le pain, Ok. grâce au levain. Et donc, si tu tolères mieux un pain au levain par rapport à un pain classique avec de la levure, probablement que c'est lié au fait que le levain a consommé, on va dire, les fructanes du blé. Et donc, Ok. a permis de réduire ces fibres fermentescibles et donc augmenter ta tolérance digestive. Donc là, si on récap grossièrement, le problème, c'est pas le gluten, c'est les fibres présentes dans le blé, ce qui sont appelées les fructanes. C'est ça. Ou l'effet Ok. d'attente, ou un mélange des deux. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Ce qui fait qu'en fait, cette fille, elle n'était pas du tout intolérante au gluten, quoi. Peut-être qu'elle l'est, hein, je peux pas dire qu'elle l'est pas. Mais si tu compares à la plupart des personnes, enfin si tu mets dans la moyenne, parce qu'au final on aime tous se penser unique, mais si on regarde, on fait tous partie de la moyenne quasiment. Euh, et probablement qu'en fait elle est comme toutes ces personnes et elle n'est pas intolérante au gluten, mais au fructane ou elle a un effet d'attente négatif. Donc là-dessus, par exemple, si tu veux bouffer des pizzas ou j'en sais rien, comment tu dégages le fructane? Parce que maintenant, ils te vendent des pizzas sans gluten, mais du coup, est-ce que ça fixe réellement le problème? Et il n'y a pas, après, il n'y a pas forcément des quantités importantes dans la pizza, et tu as tout aussi les autres aliments. Il y a peut-être d'autres choses qui te posent de problème. Par exemple, moi, je sais que je tolère pas un certain niveau de lipides. Une fois que je dépasse, j'ai une production de bile qui est un peu importante et je peux avoir des diarrhées, tu vois, si je consomme beaucoup trop de lipides. Et Ok. donc, si je le fais sur une pizza, peut-être que c'est la quantité de lipides qui peut poser un problème pour la personne. Tu vois, c'est difficile de, Hmm. comme je t'ai dit, en fait, vu que t'as pas une exposition nulle, t'as un mélange de plein de trucs, tu peux pas savoir si c'est vraiment ça qui va te poser problème. Donc dans la pizza, ouais, peut-être que c'est fructane, mais t'as pas forcément beaucoup de fructane dans la pâte, dans la pâte, tu vois. Et après, il y a aussi le fait que potentiellement, la pâte utilisée pour faire du sans gluten, c'est pas issu du blé, donc il y aura pas de fructane dans tous les cas. Euh,
Après, si c'est une autre farine, tu vois, comme euh, qui, qui n'en contient pas, mais en fait, ça a déjà été testé dans des études, mais je pourrais plus te dire exactement les farines, mais tu retrouvais quand même des fructanes dedans, tu vois. Il y avait Ah à peu oui, près équivalence entre les produits sans gluten comparé à un produit avec gluten en termes de fructane. Mais je pourrais plus te dire les farines qu'il y avait dedans. Faut que je le retrouve, mais en gros, tu avais quasiment équivalent. Donc c'est les assez produits ouf sans parce que gluten ne sont pas exempts de fructane, par exemple. bah, c'est ça le vrai problème, c'est que quelqu'un qui se dit intolérant au gluten, on lui file un truc sans gluten et au final, ce qui lui pose problème, c'est les fructanes. Donc c'est la même chose. Donc en fait, la personne va avoir soit des problèmes tout de même, elle va te dire qu'il y a du gluten parce que dans sa tête, c'est ça. Ou alors, c'est somatique, encore une fois. C'est le fameux nocebo dont tu parlais. Et elle va avoir mal au bide malgré tout. Ouais, c'est ça. Ou alors, a pas mal au bide parce qu'on lui aura dit que c'est sans gluten. Mais Ouais. pourtant, les Bah, fibres si qui c'était lié posaient à la problème en fermentation. premier lieu, exceptionnel. Ouais, C'est exceptionnel. mais c'est toute la complexité qui est, je trouve, intéressante entre le côté psychologique et nutritionnel, tu vois. C'est vraiment intéressant. Tout ce qui tourne autour de la nutrition est très intéressant. Hmm. Ok, trop bien sur le gluten. Bon, on va attaquer le. Il y a un vrai truc aussi, un vrai sujet, c'est le ratio oméga 3, oméga 6 que j'entends de partout aujourd'hui, qui semble être vraiment la cause de tout mal, qui est aujourd'hui, les aliments qui nous sont proposés ne respectent plus un bon ratio 1 pour 1 de oméga 3, oméga 6. Donc du coup, l'alimentation est dite alimentation inflammatoire. Et ça, j'arrive pas à déposer une définition. Qu'est-ce que l'alimentation inflammatoire? Est-ce que les oméga 6 sont réellement la source du problème? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, l'alimentation inflammatoire, bah, ça va être un pattern global déjà, ce qu'on pourrait dire. C'est plutôt l'alimentation moderne occidentale, un peu à l'américaine qu'on peut avoir en tête, qui, elle, aura une tendance inflammatoire, mais parce qu'il y a plein de composés bénéfiques qui ne sont pas euh, présents en grande quantité dedans pour avoir les bénéfices que tu peux attendre. Par exemple, la consommation de fibres. Mais en soi, il n'y a Hmm. pas d'aliment vraiment inflammatoire pour l'organisme. C'est plutôt un pattern global qui peut être délétère ou non. Et concernant les oméga 6 ou les oméga 3, eh ben, globalement, on s'en fout du ratio. Il n'a aucun intérêt. Le ratio oméga 3 oméga 6 n'a aucun intérêt. Le seul truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut juste consommer plus d'oméga 3. Mais la consommation d'oméga 6, on s'en fout, hein, qu'elle soit basse ou élevée, tu t'en fous, tant que ton niveau de graisse saturée est relativement bas. Parce que les Ok, oméga 6, dans la littérature, ne sont pas associés à une augmentation de l'inflammation. ok, Ça, en fait, les personnes se basent encore sur des études mécanistes, c'est-à-dire que euh, dans la théorie, oui, les oméga 6 peuvent globalement, la majorité du temps, se transformer en médiateurs qui sont là pour l'inflammation, donc on va dire pro-inflammatoire. Mais il y a une partie des oméga 6 aussi qui a un effet anti-inflammatoire. Mais ça, c'est sous condition dans l'organisme, nous en tant qu'être humain, des besoins spécifiques, tu vois. Si t'as pas besoin d'avoir une inflammation, bah, ton organisme ne va pas se mettre en route pour déclencher le système inflammatoire, tu vois. L'inflammation, c'est à la base quelque chose de positif. Donc c'est sous contrôle enzymatique et ça se déclenche pas comme ça, tu vois. C'est pas plus tu consommes, plus ça va augmenter l'inflammation. c'est un peu Et donc, ça aujourd'hui. Je suis désolé, je te coupe encore une fois pas rapidement, de mais problème. c'est tout ce que j'entends aujourd'hui avec le marketing autour de la nutrition, qui est manger de manière anti-inflammatoire. Ça, j'ai l'impression que ça veut tout et rien dire. C'est juste, je te bassine un peu, je te brosse dans le bon sens du poil pour que t'achètes ce que j'ai envie de te vendre, quoi. J'arrive pas trop à capter d'où quelle est cette nutrition anti-inflammatoire. Bah, si tu regardes les recommandations qui peuvent être faites autour de l'alimentation anti-inflammatoire, globalement, ça va être un peu réduire les oméga 6, augmenter les oméga 3, et après, ça va être toutes les recommandations que tu peux retrouver en fait au sens national, hein, comme le PNNS ou même d'autres pays, hein. C'est les mêmes recommandations, c'est des aliments qui sont plutôt riches en fibres, augmenter ta part de fibres, réduire la viande rouge, la viande transformée, réduire les aliments ultra transformés. Réduire la viande rouge. Ouais.
Pourquoi? Parce que ça augmente tout ce qui est risque de cancer, et voire même de maladies cardiovasculaires, mais surtout de cancer. Voilà, à partir Ok. de 500, au-dessus de 500 grammes par jour, tu vas augmenter tes risques. Après, en dessous, il y a pas trop d'effet. Mais à Ok, partir de donc si 500, si sauf je bouffe 200 grammes par jour de viande rouge, ça pose pas de problème. 500 grammes par semaine, pardon. C'est une erreur de Ah, ma part. 500 grammes par Par semaine. semaine. Ouais, ouais, Ok, ouais. là Donc, on est plus sur la même chose. non, non, c'est une erreur de ma part. C'est 500 grammes par semaine. J'ai dit par jour, mais c'est Ok, par oui, semaine. j'allais dire en effet, Ouais, enfin ouais, t'es non, large, non, ça. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, c'est par semaine. Donc, oui, si t'es à 200 grammes par jour, oui, c'est bon, voilà, c'est pas bon. Ok, Par contre, t'as une différence entre les femmes et les hommes, tant que les femmes sont réglées, qu'elles ont une perte de sang. Euh, elles peuvent se permettre plus, tu vois, pour être autour des 800 grammes par semaine, comparé à un homme. Parce que les éléments qui posent problème sont liés au fer et après à tout ce qui est la cuisson, les amines hétéroclites et autres. Mais le ok, fer fait partie des éléments qui posent problème. Le fer est minique. Donc le fer que tu retrouves dans la viande, pas le fer végétal. ok. Donc elles peuvent manger plus de viande, parce que c'est vraiment, dans ma tête, c'est un peu le fouillis là, parce que j'ai Ouais, entendu évidemment l'inverse, complètement l'inverse. on peut développer ça, mais ça va prendre un peu de temps et peut-être qu'il faut finir avant sur l'autre partie. Euh, mais sinon, on peut développer ça, hein, si tu veux, parce que c'est un sujet hyper intéressant, mais ça demande d'expliquer un peu les concepts d'épidémiologie nutritionnelle, parce qu'on voit surtout sur de l'épidémiologie ça, et c'est ce qui peut Ouais. justement causer ce débat-là. Bah là, le sujet que je voulais traiter maintenant, c'est le dernier, hein. Enfin, il englobe un peu tout ça. C'était bien sûr la relation oméga 3, oméga 6, l'importance, enfin, ou justement l'importance de pas trop avoir de graisse saturée ou pas, dépendamment des discours, évidemment. Tout ce qui est cuisine au beurre, comparé à la cuisine à l'huile d'olive, etc. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup l'huile de noix de coco qui est mise en avant. Mais c'est de la graisse saturée, donc c'est là où c'est un peu paradoxal, donc je comprends pas trop. Tout ce qui est du coup, ce qui touche à la stéatose hépatique, donc la maladie du foie gras, parce que ça c'est un truc où on s'en rend pas spécialement compte, mais ton foie devient gras mais tu le vois pas à cause de ce surplus de graisse saturée. Donc en gros, grossièrement c'est juste ça que je veux traiter, mais surtout Ok. de manière simple pour que les gens comprennent s'ils sont dans la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mon physique, mon niveau d'énergie, tout ce que j'ai, je me dis, bah nickel en fait, ça va bien. Mais à la fois j'entends un discours de les graisses saturées, c'est complètement ok. Et là, tu es en train de me dire, c'est pas du tout ok. Ouais, alors, ok, donc je vais finir sur les oméga 6. Donc il y a Mhm. une étude plutôt connue qui justement a testé pour voir si augmenter l'apport en oméga 6, notamment végétal à base d'huile de graines ou des choses comme ça, avait une incidence sur les marqueurs de l'inflammation. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté l'apport de la personne. Par exemple, si elle consomme 40 grammes d'huile végétale ou je sais pas, bah en gros ils l'ont augmenté par 6, tu vois. En gros, c'est pour donner un exemple, mais c'est pas ça, mais Mhm. ils ont augmenté l'apport d'oméga 6 par 6. Ok. Donc tu vois, c'est conséquent. Mhm. Faut trouver ça conséquent quand même. Et bah cette augmentation par 6 n'a strictement pas augmenté Ouais. les marqueurs de l'inflammation. Rien, que Ok. dalle, zéro, nada. Voilà, donc si tu augmentes tes oméga 6 de la base d'huile de graines ou des choses comme ça, hein, parce que c'est souvent eux quoi, ils sont critiqués, donc l'huile de tournesol, eh ben, tu n'auras pas d'augmentation de l'inflammation. Zéro. Ok. Rien. C'est, ça dépend de ton organisme, en fait, du contrôle, ça. Par contre, si tu apportes directement de l'acide arachidonique, bah, probablement que ça peut augmenter un petit peu les marqueurs d'inflammation, mais légèrement. Mais les oméga 6 à 18 chaînes, enfin ceux issus de produits végétaux, n'ont strictement aucune incidence sur les marqueurs d'inflammation. Donc Ok. c'est pour ça que le ratio oméga 6, oméga 3, en fait on s'en fout. L'important c'est d'augmenter les oméga 3, parce que la plupart des personnes n'ont pas assez d'oméga 3 dans leur alimentation. Donc Ok. pour ça, tu peux soit le faire naturellement avec consommation de plus de produits de la mer ou des compléments alimentaires. Le seul intérêt qu'il faut avoir, c'est augmenter ces oméga 3. Les oméga 6, on s'en fout. Donc du coup, Ça n'a pas d'incidence.
comment ça se fait qu'aujourd'hui, le problème, c'est les oméga 3, mais admettons, il y a une cinquantaine d'années, il n'y avait pas de supplément d'oméga 3. Pourtant, les gens devaient aller bien, il n'y avait pas ce besoin de se supplémenter en oméga 3. Pourquoi? Alors, les gens allaient bien. Qu'est-ce que tu veux dire par les gens allaient bien? Bah, Parce que alors entre bon, l'image je te qu'on dis peut ça, avoir... mais non, mais c'est peut-être, c'est mal formulé de ma part, hein. Je suis Non, non, mais d'accord avec toi. non, mais c'est juste pour te dire, l'image qu'on Hum, peut avoir, que souvent on idéalise du passé, n'est pas ouais, réelle, tu vois. t'as Parce raison. que ce qui s'est passé entre les années 40, 50 et maintenant, bah, les gens ont tendance à dire qu'il y a une explosion des maladies de civilisation et tout, des maladies cardiovasculaires. Mais si tu regardes les données, factuellement, les maladies cardiovasculaires n'ont fait que diminuer depuis les années 50, à notre Ok. époque. Elles n'ont fait que diminuer. Dans l'image et dans ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est tout l'inverse. Mais si tu regardes les données, ça ne fait que diminuer. Ça Pourquoi? diminue. Parce qu'on a réduit l'apport en graisses saturées. Ok. Mais est-ce que c'est pas justement ça a diminué, mais par rapport aussi à la population mondiale qui a doublé depuis aussi? Potentiellement, quand on dit aujourd'hui, il y en a plus, est-ce que c'est pas parce qu'on est juste plus nombreux, mais en termes de C'est ça, pourcentage, il y en a moins? c'est ça, Ok. c'est ça. Et pour les cancers, c'est la même chose? Les cancers, je vais pas regarder spécialement, Parce que ça, c'est mais je intéressant, suis pas justement, on se sûr, tu vois. dit, il y a que pas mal de cancers pourraient être soignés avec une meilleure alimentation, enfin, du moins prévenir, pourraient être prévenus, et pas soignés, mais prévenus par une meilleure alimentation, un meilleur lifestyle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de cancers qu'à l'époque? C'est cette question que je me pose. Il y a aussi plus d'aliments ultra transformés, donc c'est un peu compliqué. C'est délicat pour une simple et bonne raison que l'âge médian de l'apparition du cancer, c'est autour des 69-70 ans. Hmm. Et donc le fait que le système de santé soit plus efficace, ou en tout cas dans nos pays à nous, en tout cas la France en tout cas, Ouais. on va pas du tout se plaindre, permet de maintenir en vie les gens bien plus longtemps. Et donc permet de... euh, permet, bah, c'est peut-être pas le mot, mais met en évidence que bah il y a plus de cancers par rapport à une certaine époque parce que les gens sont plus vieux et en fait l'âge est un facteur déterminant du cancer. Donc ton taux de risque augmente avec l'âge. Tu vois, l'âge à lui seul est peut-être le facteur de risque le plus important de cancer. Le fait de Intéressant. vieillir augmente tes risques de cancer. Parce que tu te Ok. rapproches, parce que tes cellules dégénèrent au fil de l'âge. C'est pour ça que tu as une peau qui est moins belle, qui est plus ridée et haute. Ton organisme, on va dire, se dégénère. Et donc, tu es plus susceptible de développer des cancers avec l'âge. Et donc, plus tu vieillis, plus tu as de risques. Et quand tu arrives à Ok. la fourchette des 69-70 ans, bah, c'est là où la plupart des personnes vont déclencher un cancer. Une maladie cardiovasculaire, crise cardiaque, c'est 64 ans. Ok. Donc, tu peux te sentir bien, comme tu le disais là, à l'instant T. Mais est-ce que ton mode de vie ou est-ce que tes facteurs, tes médiateurs sont bien, eux? Parce que l'aspect général et le ressenti, c'est pas exactement ce qui se passe dans le corps. Parce qu'il Et y a c'est le beaucoup de vrai gens, problème. ouais, Tu c'est fais ça. bien de soulever ça. Parce que la plupart des Vas-y, je personnes te se laisse sentent poursuivre. bien. La plupart des personnes se sentent bien. Mais par exemple, combien de fois je sais pas si t'es déjà, mais moi j'ai entendu pas mal de fois, mais je pense que la plupart des personnes l'ont entendu, c'est que bah il allait bien, tout allait bien, jusqu'au jour où il a fait une crise cardiaque et qu'il est mort. Ça, Ouais. tu l'entends régulièrement. En fait, ce n'est pas visible. La personne se sent bien, mais jusqu'au jour où, en fait, bah, ça va mal. Et c'est des choses comme ça. Le ressenti, l'aspect extérieur ne représente pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc Ça, c'est c'est pour ça qu'il faut, extrait. faut se Vas-y. méfier de ça. Très très pertinent en effet parce que toute la démarche dans laquelle je suis à travers le podcast, c'est d'apporter de l'information qui te permettra de jouer sur la longévité, que ce soit en termes d'entraînement ou de nutrition. Et là, on est en plein dedans. Parce que, ok, tu t'entraînes pas au gym, donc là, physiquement, ça va se voir. Mais tu manges pas bien, ça va pas se voir tout de suite. Comme tu le dis, parce que t'as des gens qui restent même skinny. Mais là, le fait est que je prends soin de moi en termes d'entraînement physique. J'ai un plutôt bon physique. Et derrière, je me dis, bah, tout va bien. D'autant plus que j'utilise pas de produits anabolisants ou quoi, donc j'ai pas de raison d'être en mauvaise santé. Mais là, tu es en train de me dire que si j'ai une diète qui est grossièrement trop haute en graisse saturée, c'est un peu un tueur silencieux qui est en train de se Exactement. passer. Et aujourd'hui, dans la trentaine, tout le monde peut en parler sur les réseaux sociaux en disant c'est trop bien, c'est trop bien. Et au final, dans 20 ans, on changera de discours, quoi. Exactement.
C'est exactement ça. Sauf que dans Ça 20 fait ans, tu flipper, seras hein. peut-être plus sur les réseaux et les gens non plus et ne vont pas constater ça. Ou tu vas pas te dire, oh, j'ai fait une crise cardiaque. Tu vas peut-être Ouais, pas ouais, le dire ouais. parce que tu vois, tu te sens un peu con à ce moment-là. Tu vois. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode 1. Je sais. T'as le seum en vrai, et je suis comme toi. Quand je l'ai réécouté et que j'ai dû couper à ce moment-là, j'ai eu le seum. Comme je te l'ai dit, on a perdu plus d'une heure d'enregistrement à cause de ce software de marde. Du coup, on avait abordé beaucoup de choses sur la viande et les graisses saturées, beaucoup plus en détail, mais rassure-toi, je ne t'oublie pas, on va quand même le faire dans l'épisode qui suit. En tout cas, si cette première partie t'a plu, n'hésite pas à repartager ça en story sur Instagram ou quoi. Si tu l'as regardé sur YouTube, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Si tu écoutes sur Spotify, 5 étoiles s'il te plaît, ça prend 17 secondes de ton temps. Je sais pas ce que ça fait, mais je pense que ça aide au référencement. Merci encore, on se retrouve bientôt. Allez, peace.